Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nagelmakers. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet relatif à l'estate planning, à savoir la protection de votre partenaire. En ce mois de février, les amoureux sont à l'honneur. Qu'ils soient mariés, cohabitants légaux ou simplement domiciliés sous le même toit, ces amoureux nous demandent souvent lors de nos entretiens comment ils peuvent se protéger l'un l'autre en cas de décès ou d'incapacité. Je vais vous expliquer ce qu'il adviendra de votre patrimoine en cas de décès. Qui sont vos héritiers? Quels seront les droits de succession? Et enfin, comment pouvez-vous faire pour protéger davantage votre partenaire? Vous le verrez, le choix juridique de votre union entraîne d'importantes conséquences, tant sur le plan juridique que fiscal, durant votre vie, mais également au moment de votre décès. Il existe différentes manières d'organiser votre union. Vous pouvez être marié, être cohabitant légal, c'est-à-dire avoir signé une déclaration écrite de cohabitation légale, ou tout simplement vivre ensemble, être domicilié à la même adresse. Chaque statut entraîne des conséquences juridiques et fiscales qui peuvent varier considérablement. En cas de décès, il faut différencier deux choses. Le droit successoral, qui hérite, et les droits de succession, combien ça coûte. Quels sont les droits successoraux d'un époux? Le conjoint survivant hérite toujours d'une part successorale. Si le défunt était marié et avait des enfants, le cohabitant survivant recueillera l'usufruit de la succession et les enfants la nue propriété. L'usufruit est le droit de rester dans la maison familiale et d'obtenir les revenus des avoirs bancaires. Si le défunt est marié sans enfants, la part successorale du conjoint survivant dépendra du régime matrimonial. En tous les cas, le conjoint survivant peut recevoir la pleine propriété du patrimoine constitué pendant le mariage. Quels sont les droits successoraux d'un cohabitant légal? En cas de décès, le cohabitant légal survivant héritera légalement de l'usufruit du logement familial et des meubles qui le garnissent. Cette protection est relative. Ce droit peut lui être retiré par testament, même à son insu, ou par des donations antérieures. Un cohabitant légal peut donc être facilement déshérité, contrairement au conjoint marié qui est un héritier légal et réservataire. Il est par contre possible d'octroyer davantage que l'usufruit du logement familial et des meubles en rédigeant un testament en faveur de votre cohabitant. Nous verrons cela plus tard. Quels sont les droits successoraux d'un cohabitant de fait? En vivant en cohabitation de fait, c'est-à-dire être domicilié à la même adresse mais sans lien juridique, vous n'héritez légalement de rien de votre partenaire. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous souhaitez vous attribuer des droits ou des actifs successoraux, vous devez prendre des mesures. Par exemple, vous pourriez établir chacun un testament. Et que coûte un héritage? À nouveau, le coût, les droits de succession varieront en fonction du lien de parenté entre le défunt et son partenaire. Les droits de succession sont régionaux, ça dépend du domicile du défunt, c'est ce domicile qui déterminera la région compétente. Au niveau des droits de succession, les époux mariés, comme les cohabitants légaux, bénéficient des tarifs les plus avantageux dans les 3 régions du pays. En Wallonie et à Bruxelles, ces taux varient de 3 à 30%. C'est une taxation globale sur tout le patrimoine. En Flandre, les droits de succession varient de 3 à 27%. Et dans ce cas-là, c'est une taxation séparée sur les meubles et les immeubles. Les cohabitants de fait, s'ils sont désignés comme héritiers par un testament, par exemple, seront soumis à des taux plus élevés, applicables aux héritiers sans lien de parenté. À Bruxelles et en Wallonie, cela va jusqu'à 80% et en Flandre jusqu'à 55%. En Flandre uniquement, il y a une exception. Les cohabitants de fait depuis plus d'1 an pourront bénéficier des mêmes droits de succession que les personnes mariées ou les cohabitations ou les cohabitants légaux. Dans les 3 régions, il y a une exonération des droits de succession sur la part du logement familial hérité par l'époux ou le cohabitant légal survivant. En région flamande, cette exonération de la maison familiale est étendue aux cohabitants de fait survivants domiciliés avec le défunt depuis plus de 3 ans. Dans la pratique, nous remarquons que les partenaires veulent aller plus loin que ce qui était prévu par la loi. Ils veulent s'attribuer des garanties supplémentaires pour se protéger. Ils ont souvent de bonnes raisons pour faire cela. C'est par exemple le cas d'un couple qui n'a pas d'enfants, ou d'un couple qui estime que leurs enfants sont encore trop jeunes ou immatures pour être impliqués dans des démarches de structuration de patrimoine. On parle dans ce cas de planification horizontale, à savoir une planification de patrimoine entre partenaires. Dans un premier temps, ils travaillent entre eux, sans optique de transmission à la génération suivante. À quel instrument de planification patrimoniale peuvent-ils faire appel?
Pour mettre en place une planification horizontale, on peut travailler avec un contrat de mariage, une donation ou un testament. Pour les personnes qui vont se marier ou qui sont mariées, le recours à un contrat de mariage permet de mettre en place une planification horizontale. Nous pensons ici par exemple à l'ajout d'une clause d'attribution alternative du patrimoine commun pour les couples mariés sous le régime de la communauté. Pour les couples mariés sous le régime de la séparation des biens, cette clause d'attribution alternative peut s'appliquer s'ils ont créé entre eux un patrimoine commun. Par l'ajout d'une clause d'attribution alternative, le conjoint survivant pourra faire un choix entre plusieurs options au moment du décès de son conjoint, de la manière dont le patrimoine commun lui sera attribué. Est-ce qu'il prendra tout en pleine propriété, tout en usufruit pour les immeubles ou en pleine propriété pour les meubles, ou tout autre choix? Ce choix variera en fonction de ses souhaits à ce moment précis et évidemment, l'option choisie aura son propre traitement fiscal. La donation est possible pour les 3 formes d'union, mariage, cohabitation légale ou cohabitation de fait. La donation entre époux est bien évidemment un instrument très pratique. En effet, les donations entre époux faites hors contrat de mariage sont toujours révocables entre époux. Cela est d'autant plus important si le mariage devait un jour se solder par un divorce. Pour les cohabitants, qu'ils soient légaux ou de fait, il en va autrement. La donation est irrévocable. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Bien entendu, une clause de retour peut être ajoutée pour s'assurer contre le prédécès du donataire. Cette clause permet que les biens donnés puissent réintégrer le patrimoine du donateur en exemption de droits de succession s'il devait y avoir un prédécès du donataire. Concernant la donation entre époux, elle est uniquement possible sur les biens propres. Les biens qui appartiennent à la communauté ne peuvent pas faire l'objet d'une donation entre époux. En cas de donation, vous devez tenir compte de la réserve de vos enfants. Si vous donnez trop à votre partenaire, il est possible que vos enfants demandent ultérieurement une réduction parce que l'on a touché à leur réserve. La part dont vous pouvez toujours librement disposer et donc donner à votre partenaire s'élève à la moitié de votre patrimoine. Le testament est aussi un instrument qui peut être utilisé pour protéger son partenaire. En rédigeant un testament, vous pouvez déroger à la dévolution légale ou attribuer plus à un être cher. Dans un premier temps, il est crucial de pouvoir déterminer qui sont les héritiers légaux par rapport à votre situation familiale. La loi détermine ces héritiers légaux par catégorie. Toutes les catégories n'héritent pas nécessairement. S'il y a des personnes dans des différentes catégories, c'est la première qui exclura les autres. Ainsi, la loi a prévu que les enfants, le conjoint, le cohabitant légal, bien sûr uniquement pour l'usufruit sur la maison, comme je l'ai déjà dit, les parents, les frères et sœurs, les neveux, les oncles, tantes et enfin les cousins sont appelés légalement à la succession. Ce qui est prévu par la loi n'est pas toujours souhaité. Dans pareille hypothèse, il est possible de déroger à la dévolution légale par le biais d'un testament. Je vous l'ai dit, les cohabitants de fait n'héritent pas automatiquement et les cohabitants légaux n'ont qu'un droit successoral limité. Il peut dès lors être utile de s'avantager mutuellement par le biais d'un testament. Attention, en cas de testament et de présence d'enfants, il ne faut toutefois jamais perdre de vue leur réserve, qui, je le rappelle, est de la moitié du patrimoine du parent défunt. Dans le cadre d'une réflexion sur la protection de son partenaire, on pense souvent dans un premier temps au moment du décès. Mais que se passera-t-il si vous êtes victime d'un accident ou d'une crise cardiaque? Pensez à rédiger un mandat de protection. Avec un mandat de protection, vous donnez à votre partenaire un mandat pour gérer votre patrimoine quand vous ne serez plus en état de le faire. Ainsi, vous éviterez que votre patrimoine ne soit bloqué et du temps perdu parce qu'un juge de paix devrait intervenir pour poser des actes de gestion. Un mandat de protection peut se faire sous seing privé, mais sa forme notariée a notre préférence. De plus, il doit obligatoirement se faire sous forme notariée s'il comprend des actes portant sur des immeubles. Ce mandat permet également de prévoir une planification successorale in extremis. Faire un mandat de protection doit être vu comme un parachute, en espérant ne jamais en avoir besoin. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous l'aurez constaté à l'écoute de ce podcast, la manière dont vous organisez votre union juridiquement peut avoir des conséquences considérables sur le plan de la fiscalité, de la pension et du décès. Vous songez à vous marier ou à faire une déclaration de cohabitation légale? Informez-vous auprès d'un expert fiscal pour connaître par le biais de simulations l'impact de cette union sur votre déclaration fiscale, mais aussi sur votre future pension. Vous souhaitez protéger votre partenaire? Pensez à la planification horizontale. Il existe différents instruments de planification successorale pour se protéger l'un l'autre en cas de décès. Certains ont un effet immédiat, d'autres sont d'application au moment du décès ou au moment d'une incapacité.
Ces instruments ont des conséquences civiles et fiscales qui varient en fonction du statut juridique de votre couple. Enfin, la planification horizontale est une solution temporaire qui ne produira ses effets que lors du décès du premier partenaire. Le partenaire survivant devra entamer lui-même certaines démarches s'il souhaite planifier la transmission de son patrimoine à la génération suivante. C'est ici que se clôture notre podcast. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir nos autres podcasts Nagelmakers pour en savoir plus sur l'actualité économique, financière, juridique et fiscale. Rendez-vous sur nagelmakers.be, rubrique podcast, ou sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!